Alors, merci de m'avoir conviée pour discuter ensemble autour de cas cliniques sur l'intérêt de la thromboaspiration associée aux anti-GP de V3A. Alors, on commence directement par ce cas d'un patient de 58 ans qui fait un STEMI inférieur au milieu de la nuit, qui est pris en charge par le SAMU, pré-traité, donc aspirine, prasugrel, bolus d'héparine non fractionné. Il arrive en salle pour une angioprimaire précoce, donc à H2. Vous trouvez une lésion monotronculaire donc, de la coronaire droite proximale. Au passage du guide, reperfusion qui est un peu bruyante, une fibrillation choquée, et vous avez récupéré un flux thymique 3 avec une lésion qui semble assez focale. Alors, qui sort la thromboaspiration ? Qui ajoute des anti-GP ? Il est assez jeune, on est à H2, donc plutôt non. Bon. Voilà, c'est là effectivement ce qu'on a fait. On a voulu faire peut-être un peu vite. Direct stenting de cette lésion qui paraissait assez simple. Et puis malheureusement, dégradation du flux avec un beau no-flow qu'on aurait bien voulu éviter, probablement en sortant un cathéter de thromboaspiration. Et effectivement, on sait bien que la thromboaspiration améliore la qualité de la reperfusion. Et dans l'étude TAPAS, le critère principal était bien ce critère intermédiaire du blush grade et qui est significativement amélioré. Et on sait que les patients qui ont le meilleur score de blush ont une mortalité réduite. Voilà. Un deuxième cas pour illustrer un autre intérêt de la thromboaspiration. Donc, on peut discuter de ce jeune patient de 34 ans, tabagique, qui lui se présente tout seul au SAU. Il est déjà H5H6, STEMI antérieur, il est pré-traité aussi, aspirine, ticagrelor, il est sous bivalirudine. C'était un cas de l'année dernière, on était encore à ce protocole. Voilà, après passage du guide, vous avez toujours une thrombose TIMI 0 de l'IVA proximale. Donc, même question, qui sort l'aspiration ? Un petit peu plus, là. Qui ajoute des anti-GP ? Bon, on est à H6, mais il est quand même jeune, c'est un gros antérieur. Donc, effectivement, là, c'est ce qui a été fait, aspiration et anti-GP intracoronaire. Alors, c'est vrai que la voie intracoronaire est séduisante pour l'angioplasticien. On a l'impression d'être vraiment plus efficace rapidement, sans le premier passage hépatique. Mais toutes les études poolées n'arrivent pas à dégager pour l'instant de vrais bénéfices de la voie intracoronaire par rapport à la voie intraveineuse. Ça reste quand même une alternative possible. Et on attend encore des études avec des cathéters dédiés spécifiques d'injection sélective au contact du thrombus. Alors chez ce patient, après un passage ou deux de thromboaspiration, voilà le résultat. Donc le flux n'est pas encore parfait, loin de là. Il y a un gros volume de thrombus au niveau de la bifurcation IVA diagonale. Alors que faites-vous ? Qui aspire encore ? Oui, plutôt. Ou qui stent directement la bifurcation ? Oui, il y en a un. Alors, on sait bien qu'il faut un intérêt de répéter les passages, surtout quand le flux n'est pas encore complètement restauré. Dans les études, on conseille de 1 à 4 passages, voire même certains extrémistes de l'aspiration sont allés jusqu'à étudier 12 passages avec une amélioration encore du flux. Alors, après 3-4 passages ici, et puis des vasodilatateurs intracoronaires, voilà le résultat. Il persiste encore du thrombus dans cette branche diagonale. Alors, qui réalise cette fois-ci l'angioplastie de cette bifurcation ? Sten, ouais. Et qui éventuellement fait une stratégie différée, attend la résorption du thrombus. Voilà, c'est à peu près par égal. Donc, on a effectivement choisi d'attendre chez ce patient de 34 ans. Il y a encore surtout du thrombus. On n'a pas l'impression qu'il y ait de sténose serrée. Et effectivement, voilà, le contrôle à J7. Alors, c'est vrai que souvent, on a appris ça avec déjà le registre MIMI, il faut attendre et savoir attendre quand on les recontrôle. Si on les recontrôle trop tôt, il persiste encore du thrombus. Le thrombus se réduit progressivement, donc attendre au moins une semaine. Et voilà, si on avait l'OCT, on verrait juste une petite érosion
de l'IVA proximale, mais il n'y a pas du tout de sténose résiduelle. Et donc, ce patient de 34 ans ressort sans stent à la bifurcation. Et c'est quand même un des gros avantages et un gros intérêt de la thromboaspiration. Et effectivement, on croit beaucoup à cette stratégie d'angioplastie différée. Donc, le registre SuperMIMI est encore en cours d'inclusion. Donc, déjà 120 patients inclus. On arrive à restaurer le flux TIMI 3 avec une aspiration uniquement dans 60% des cas. Sinon, on prend un petit ballon de moins de 2 mm. Dans ce registre-là, c'est des données préliminaires qui m'ont été données par Loïc Bell hier. Il y a 60% d'utilisation des anti-GP. Et donc, le contrôle est fait après J7, c'est le design de l'étude, donc jusqu'à J26 dans les patients inclus. Et on se rend compte, le résultat qui est intéressant, c'est 30% de patients n'ont pas besoin d'implantation de stent. Et cela de façon assez sûre chez ces patients. Il y a un seul cas de thrombose hyper aiguë à 15 minutes juste en sortant de salle. Mais sinon, dans les 7 jours, il n'y a aucune rethrombose. Après ces 2 cas, vous allez me dire, bon, on améliore le flux, on ne met éventuellement pas de stent, mais quid des critères de mortalité? On ne thromboaspire que si on améliore la mortalité de nos patients, donc ce qui était le cas jusqu'à la polémique de l'année dernière avec l'étude TASTE qui est revenue négative. Alors, il faut se poser la question des différences, notamment des traitements adjuvants entre ces 2 études. Et vous savez qu'elles n'ont rien de comparable. Dans TASTE, il y avait beaucoup de bivalirudine, une très faible proportion d'anti-GP, seulement 15% par rapport à TAPAS où il y avait 90% d'anti-GP. Cela parce que c'était à l'heure des nouveaux P2Y12, c'est vrai, dans 2 tiers des cas. Mais voilà, on a déjà évoqué, il a été évoqué la synergie, donc le concept de puissance pharmacomécanique, là dont on parle pour ce symposium, de l'action synergique de la thrombectomie associée aux anti-GP, qui pourrait être une des explications de la négativité de TASTE. Et effectivement, vous avez déjà vu cette diapo. C'est pas parce qu'on a les nouveaux P2Y12 qu'on est efficace rapidement. Il faut bien 6 heures pour inhiber les plaquettes. Et on a quand même toujours bien besoin, je pense, d'anti-GP. Et dans cette étude, ce qui est intéressant, c'est qu'un bolus seul de tirofiban peut faire pareil que bolus plus perfusion. Donc, finalement, pour couvrir juste les premières heures avant que le prasugrel soit efficace. Donc, peut-être on pourra faire qu'un bolus. Voilà. Alors, dernier cas clinique de ce patient de 52 ans qui, lui, a de nombreux facteurs de risque et des antécédents avec déjà un infarctus antérieur, avec dysfonction VG implantée d'un défibrillateur en prévention primaire. Il se présente tardivement à H10. Voilà, et il a un hémodynamique conservé malgré sa dysfonction VG et cette occlusion de la coronaire droite distale. Donc, on est à H10. Que faites-vous? Donc, à nouveau, qui thromboaspire? Oui. Qui ajoute des anti-GP? Oui, bon, on est à H10, on commence à être quand même un petit peu tardif et il est sous dioplavin. Effectivement, si l'on en croit cette étude rétrospective, là, c'est un gros registre anglais, il n'est retrouvé d'intérêt à la thrombectomie que dans les 3 premières heures en délai d'ischémie. Alors, peut-être plusieurs hypothèses. Après 3 heures, il y a peut-être plus de myocarde à sauver. Et puis aussi, après 3 heures, le thrombus est beaucoup plus fibrinochorionique et beaucoup plus constitué. Et je vous rappelle que dans TASTE, ça peut être aussi une des explications de la négativité de TASTE, c'est que les délais dans TASTE étaient tardifs, à 185 minutes en moyenne. Voilà, alors pour finir ce cas, c'est un petit peu de tip and tricks. Voilà le résultat après l'aspiration. On récupère un bon flux, il reste un caillot encore donc probablement bien organisé, plus fibrinochorique, moins plaquettaire.
on répète les passages et là on a la surprise de retrouver notre caillot qui est remonté en entier jusqu'au segment proximal de la coronaire droite. Donc là, au vu du volume thrombotique et qui a l'air très constitué, qui ne passe pas dans le cathéter de thromboaspiration, enfin on a un petit peu peur de le perdre en route en ressortant, on aspire directement avec le catéguide, avec l'AR, et on aspire jusqu'au désilette radial et on ressort un thrombus qui est très constitué en sortant du désilette. Il n'y a pas eu d'embolie cérébrale, hein, je vous rassure. Et l'intérêt, c'est qu'on a récupéré une artère indemne de sténose et qu'en fait, c'était un thrombus, un embole d'un thrombus intravégé chez ce patient qui avait une dysfonction apicale sévère. Donc voilà un petit peu autour de 3 cas cliniques les intérêts de la thromboaspiration. Et en conclusion, donc, faut-il suivre les recommandations ? Déjà, pour les anti-GP, faut-il vraiment attendre le no-flow ou une complication thrombotique ? Ça me semble un petit peu, peut-être probablement il ne faut pas les utiliser systématiquement, mais de là à attendre qu'il y ait une complication pour les utiliser, ça me semble un petit peu revenir trop en arrière. Donc on a déjà bien parlé que pour moi, il faut quand même les utiliser chez le patient jeune, vu précocement avec une large nécrose. Et enfin, faut-il, comme nous le conseillent les recommandations, privilégier, sélectionner les patients à thromboaspirer ? Là non plus, je ne pense pas, il n'y a pas de bons critères de sélection. Finalement, vous avez vu, la première lésion avait l'air simple, le flux était restauré, et là, on a quand même un no-flow potentiel. Donc, d'autant plus que la thromboaspiration n'a pas d'effet indésirable. Contrairement aux anti-GP, on a toujours le risque de surrisque hémorragique. La thromboaspiration, au pire, même si on thromboaspire tardivement, il n'y a peut-être pas de gain sur la mortalité, mais on peut améliorer notre angioplastie. Voilà. Et puis la dernière méta-analyse d'ailleurs dans la thromboaspiration qui inclut l'étude TASTE est quand même positive sur la mortalité à 1 an et surtout justement sur la thrombose de stent. A fortiori si on n'en implante pas, mais aussi même si on en implante, il y a moins de volume thrombotique et il est mieux à poser. Voilà. Et puis comme vous savez, il faut attendre encore l'étude totale qui sortira à San Diego en mars avec 10 000 patients. Et on aura de nouvelles datas sur la thromboaspiration. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup Stéphanie pour cette présentation très pratique avec des cas. Est-ce que vous avez des questions ou des commentaires sur... Alors je voulais juste demander à notre ami pourquoi, toi tu as sur l'IVA, tu as dit je ne thromboaspire pas, c'est ça, c'est ce que tu as dit, ou tu mets d'emblée Je ne sais plus ce que j'ai répondu à quelle question. En fait, c'était la bifurcation, tu as dit que tu mettais un stent tout de suite. Non, on avait déjà thromboaspiré une fois. Oui. Et donc j'ai considéré que c'était fait correctement et qu'une fois que ça ne marche pas, dans mon expérience, c'est très difficile, effectivement, c'est ce que vous avez dit, de savoir si ça va fonctionner ou pas. Mais il est clair que lorsqu'il n'y a pas de thrombus visible, que c'est des toutes petites artères, je ne vois pas trop l'intérêt systématiquement de passer un cathéter de thromboaspiration tout le temps. C'est ce que montrera Total, entre parenthèses. Total, c'est une randomisation avant la salle de cathé, avant de savoir ce qui se passe. Et donc, on est parti pour une étude négative encore. Or, ce que vous montrez dans vos cas et dans la discussion, c'est qu'il y a effectivement des artères qui sont très thrombotiques. Des fois, on arrive très bien, vous montrez des beaux succès à enlever pratiquement tout le caillot. Souvent, on enlève très partiellement. On voit bien que ce matériel n'est pas ce qu'on voudrait. On enlève très partiellement. C'est toujours ça de prix. Personnellement, une fois que j'ai fait 3-4 passages, j'arrête, je passe à autre chose. Alors, vous montrez que vous y arrivez. Bon, je vais essayer de faire mieux, mais franchement, je doute qu'on arrive systématiquement à tout enlever au prix d'une 50aine de passages. Je veux dire, à un moment, on s'arrête et on stent, c'est vrai. Alors, l'exemple me contredit, c'est vrai, c'était magnifique, bravo, mais je ne sais pas si j'aurai tout le temps ces malades. On s'arrête aussi à 3-4 passages, on est rarement à bien plus. J'étais étonnée aussi de voir cette étude lilloise où ils ont fait jusqu'à 12 passages. Ce n'est pas non plus dans nos habitudes. Par contre, ce qu'on fait, si le flux est correctement restauré, mais qu'il reste une grosse charge thrombotique,
on attend. Et ça, vraiment, c'est ce qu'on fait de plus en plus. On fait la stratégie Mimi, certes qui était négative, mais la super Mimi, donc c'est attendre plus longtemps, savoir attendre 7 jours, voire plus, et on reprend les patients. Et là, quand on a attendu 7 jours sans laisser des anti-GP, juste en attendant avec la bithérapie plus de l'énoxéparine quand même quelques jours, mais pas forcément les 7 jours, et là, c'est là où en fait le volume thrombotique est complètement disparu. J'avais enlevé aussi un cas où j'avais un énorme caillot dans une droite. Du moment qu'on a restauré le flux de thymique 3, dès qu'on a le flux de thymique 3, on s'arrête. Le gros caillot reste dans la coronaire et on attend 7 jours, voire plus, et on recontrôle. Et là, on a la bonne surprise de voir que le volume thrombotique a régressé. Des fois, et c'est pas toujours qu'on stente pas, mais après, on stente dans de meilleures conditions et sans charge thrombotique. J'ai bien compris le message, mais je voudrais revenir sur la diapo des recommandations. Je pense que quand les recommandations disent chez les patients sélectionnés, c'est bien ce qu'on fait. Je veux dire, si on dit qu'il faut faire tout le temps, on aura la réponse sur Total. Tout le temps, ça veut dire, par défaut, j'ai un STEMI, je commencerai par une thromboaspiration. Et sélectionner, ça veut dire, voilà, si vous avez une grosse artère avec du thrombus, effectivement. Mais je pense qu'il fallait voir enfin, moi, c'est comme ça que j'interprète cette ligne de recommandation. Il y a des malades pour lesquels ça s'applique et d'autres probablement pas. Même si la dégradation 2B semble un peu sévère quand même, au vu de TACE et toutes les limitations dont Stéphanie a parlé. Après, pour le nombre de passages, c'est comme pour l'utilisation tout court, ce que tu dis. Je pense que le problème de ces études, c'est qu'elles essaient de démontrer qu'il faut le faire tout le temps. Alors qu'en médecine, il n'y a rien qu'il faut faire tout le temps ou jamais. Mais c'est effectivement au cas par cas, que ce soit pour l'utilisation, le nombre de passages, le 6F, 7F. Ouais, je crois que quand l'artère est bouchée, on est tous à peu près d'accord quand c'est une belle artère de thromboaspirée, mais le cas qui nous a été présenté sur la droite, où j'aurais personnellement pas non plus thromboaspiré, tu arrives avec un patient qui avait un thymique 3, une lésion qui ne fait pas très thrombotique. Je pense que la majorité d'entre nous, on ne thromboaspire pas. On part sur de la médecine individualisée, et puis on risque quand même d'avoir ce type... La vraie question, à mon avis, que peut-être va nous donner la réponse dans Total, c'est si tu as un flux normal, est-ce qu'il faut quand même thromboaspirer? Et ça, j'avoue qu'à l'heure actuelle, on ne sait pas s'il faut le faire ou pas. Et ça, TAPAS avait montré que quel que soit le flux, finalement, quand on thromboaspirait, on récupérait 70%, dans 70% des cas du thrombus, quel que soit le flux. Et même quand on ne voit pas de charge thrombotique angiographiquement. Donc on n'a pas, en tout cas, un bon critère de sélection angiographique pour savoir s'il faut aspirer ou pas. Et c'est vrai que le premier cas, comme il en était très précoce à H2 et qui venait de prendre son prasugrel, il n'était pas du tout couvert non plus. Voilà, donc il y avait 2 facteurs de risque de no-flow. Une petite remarque, c'est forcément difficile, je suis ici, c'est forcément difficile de faire la sélection sur l'image parce qu'en fait, on est tous restés calés sur l'image, l'œil du coronarographiste angioplasticien qui voit le thrombus puis qui l'aspire. Alors, je ne sais pas quand c'est thymique 3. En tout cas, nous, on s'était amusé à mener une étude qu'on a publiée à Nantes où on a analysé, parce que quand on thromboaspire, on ramène parfois du thrombus, on est très content, et on ramène une colonne de sang, le sang qui est en aval de l'occlusion. Et on s'y est peu intéressé, mais il y a quelques travaux là-dessus dans le nôtre, où on a montré que cette colonne de sang, c'est une colonne de sang acide, extrêmement riche en radicaux libres et en polynucléaires activés. Et peut-être qu'un des bénéfices de la thromboaspiration, ce n'est pas uniquement le thrombus, mais le fait de ne pas, à la désobstruction, laisser filer cette colonne de sang toxique, entre guillemets, ça restera approuvé par des essais, bien entendu, mais cette colonne de sang toxique, elle est peut-être mieux dans la seringue de thromboaspiration que dans le myocarde. Est-ce que le corollaire, c'est pas aussi de dire qu'en angio, parfois on se dit j'ai l'impression qu'il n'y a pas de thrombus, alors qu'on sait très bien que si on fait de l'OCT, par exemple, Pascal nous le montre régulièrement, en fait on se trompe largement en angiographie. Donc c'est vrai que l'utilisation seule de l'angio est peut-être un facteur un peu limité pour déterminer la charge thrombotique seule, en fait. Et on sait aussi que dans l'infarctus, quand même, 99,9% est lié à du thrombus. Enfin, il y a une plaque qui est peut-être serrée ou pas serrée, mais en tout cas, c'est du thrombus. Ou alors, si on nous démontre maintenant que l'infarctus se fait sans thrombus, là, je crois qu'on a tout à réapprendre, ça c'est sûr. Donc, du coup, l'aspiration, ça doit avoir un effet bénéfique. Dernière petite question. Moi, j'ai une petite question technique, c'est est-ce que vous pensez que tous les cathéters de thromboaspiration sont équivalents? Petite question popote, parce que bon... on est tous partis avec d'abord de l'export, après on a eu les liminettes qui permettaient d'aller un petit peu plus loin, et puis après on a eu le recover, et en fait on regarde, c'est pas du tout les mêmes cathéters, quand on les regarde au microscope, ils n'ont pas du tout ni la même tête, ils n'ont pas la même surface d'aspiration, ils n'ont pas les mêmes caractéristiques techniques pour aller
Donc il faut voir aussi une chose, je pense que les outils sont différents. Et c'est pareil, quand on voit des grosses droites partir en 6F là-dessus pour essayer d'aspirer un énorme thrombus avec même un export, c'est hors de question. Il faudrait passer en 7F, ce qui n'est pas toujours possible en radial. Donc c'est encore un monde, je pense, où on a beaucoup à apprendre, où on utilise encore peut-être pas de façon optimale le matériel qui est à disposition. Donc j'aimerais avoir votre avis, si c'est votre avis. Je suis complètement d'accord. C'est sûr qu'il faut privilégier ceux qui ont une certaine forme au niveau du nez, un large diamètre, etc. Donc ça, c'est certain que tous les cathéters de thromboaspiration ne se valent pas. Nous, on avait un espoir à un moment. Il y a une compagnie qui offrait des cathéters d'aspiration en 5F, compatibles 5F. C'est impressionnant. Ça ne marche strictement pas. Donc il y a en effet cathéter et cathéter, ça c'est sûr. Bon, on va remercier Merci encore beaucoup, Stéphanie. Et on va demander à Michael de nous parler si tous les stents, comme là on vient de voir que tous les cathés ne se valent pas, donc est-ce que tous les stents se valent dans le